la fin de cet épisode contient 2 annonces assez importantes. Voilà, bonne vidéo. J'ai mis en parallèle Tony Stark et Elon Musk, Stark Industries et Lockheed Martin, l'Arc Reactor et les batteries Tesla, puis les propulseurs d'Iron Man et des jetpacks. Et pour compléter cette première vidéo, j'avais écrit une partie 2 où en 10 minutes je parlais des IA comme Jarvis, des armes du costume et des matériaux qu'ils constituent. Sauf que au final, le contenu de cette partie 2, je l'aimais pas, j'ai jeté la vidéo et vu que j'avais promis une suite, j'ai pris mon temps, je l'ai réécrite. Et je vous présente aujourd'hui la nouvelle partie 2 avec un concept assez inédit. On va regarder des extraits de Iron Man et voir les technologies un peu cachées du costume qui nous sont montrées dans les films. Puis, pour chacun des extraits de films, on va voir quelles pistes faudrait creuser pour arriver à de telles technologies dans notre monde. Et cette opération, on va la répéter pour 4 aspects cachés du costume d'Iron Man. En résumé, tu regardes spéculation et d'ici un quart d'heure, on aura parlé exosquelette, biomimétisme et nanorobotique sans trop se prendre la tête. Ah oui, aujourd'hui, spéculation. Ok, donc là on check une scène qui se produit dans Iron Man 1, c'est une scène où Tony teste la faculté de vol du deuxième costume qu'il a construit, et à partir d'une certaine altitude et environ 1 minute de vol, son costume gèle sur place et cesse de fonctionner. Bien sûr lui il finira par régler ce problème de gel de costume dans les versions suivantes, mais c'est pas le cas de tout le monde. How'd you solve the icing problem? Icing problem. Might want to look into it. Maintenant l'idée c'est de voir comment on pourrait régler ce problème de gel si on y était confronté dans notre monde. Et déjà ouais, en altitude, il fait froid, moins 57 degrés, donc le risque de gel il est bien à prendre en compte. Après pour cette scène ça dépend du temps passé par Tony en altitude parce que la conduction thermique entre le costume et l'air extérieur elle est pas instantanée, et en gros pour résumer on pourrait dire que le risque de gel est bien là, mais que ce serait sûrement pas aussi brutal et rapide que dans le film. Bref, disons quand même que Tony veut régler ce problème pour éviter de voir son costume gelé en cas de long vol à haute altitude. Quelle solution a-t-il à disposition? Et bah pour y répondre je vais commencer par te poser une question. Pourquoi, alors qu'il fait moins 57 degrés en altitude, un avion il gèle pas? Bah en réalité, il gèlerait un avion en altitude. C'est juste qu'on a inventé des systèmes pour empêcher la glace de s'accumuler. Pour développer cette partie, je me suis documenté sur tous ces systèmes anti-gel. Et cette épique recherche d'informations sur les équipements d'avion m'a d'ailleurs fait tomber sur un game un peu caché de YouTube. Un délire de chaîne que, il me semble, on n'a pas du tout en France. Des chaînes YouTube tenues par des pilotes d'avion qui te parlent de leur métier et des équipements de leurs avions. Ouais, en France, on a le chasseur de frelons asiatiques, eux, ils ont les pilotes d'avion. Maintenant, pour votre culture, ceux qui lead le game là-bas, j'ai l'impression que c'est Mentour Pilote et Captain Joe. C'est un peu les Norman et Cyprien du YouTube Pilot Game. Et surtout, t'as Vincent Raditya, le PewDiePie de ce game, qui, comme le dit sa description YouTube, est le most subscribed pilot in the world. Mais ces vidéos sont en indonésien, du coup j'ai pas tout compris, désolé. Tout ça pour dire que c'est bien la chaîne YouTube de Captain Joe qui m'a permis de comprendre les systèmes qui font que ton avion ne gèle pas quand t'es en altitude. Résumé. Déjà faut savoir, mais seules ces parties de l'avion qui sont les plus en contact avec l'air sont à protéger de l'accumulation de glace. Et pour ce faire, il y a 2 techniques principales. La première, c'est tout simplement des systèmes de réchauffage thermique par soufflage d'air chaud sur ces zones sensibles. En fait, on sert de la chaleur des réacteurs, on la redistribue dans les zones sensibles au gel, et c'est l'activation d'un simple bouton dans le cockpit qui lance le process de soufflage d'air chaud. Et après, bien sûr, il y a d'autres zones où passe ce circuit d'air chaud, mais voilà le principe global de ce premier système. Après, la deuxième solution, elle est pneumatique. En fait, on utilise tout simplement des boudins qui se gonflent pour casser la glace qui se forme. Voilà ici ce que ça donne en image, plutôt stylé. Bon, je remercie Captain Joe pour ses explications et ses illustrations. Maintenant, dernière info, faut savoir aussi que les avions sont pulvérisés au sol de liquide de dégivrage et d'antigivrage pour anticiper tout ça. Du coup, pour revenir à Iron Man, afin d'empêcher le gel, Tony pourrait s'inspirer de toutes ces solutions. Ouais, Tony aurait sûrement dû théma les vidéos de Captain Joe. Une des facultés du costume d'Iron Man, c'est d'avoir une force surhumaine, que ce soit au niveau des armures classiques ou de manière encore plus évidente dans le Hulkbuster qui lui permet d'appréhender sereinement ce 1v1 contre Hulk. Et d'ailleurs, à la vue de cette simple scène, je peux te donner la force approximative du Hulkbuster. Yes, comme tu le vois, la force du coup de poing de l'armure et de Hulk semble s'annuler, ça veut dire que leurs forces sont égales. Or, dans cette ancienne vidéo, j'avais déjà calculé la force d'un coup de poing de Hulk à partir de cette scène, et j'avais trouvé une force de 26 400 000 newtons. Bon, clairement, on va pas trouver des solutions qui vont donner un tel chiffre de force dans notre monde. Mais si on veut quand même des solutions pour augmenter notre force physique, on a quelle technologie à disposition? Bah on a les exosquelettes. Je
commence par cette info. Les insectes, c'est des invertébrés, ils ont pas de squelette comme les humains ou la plupart des animaux. Voilà pourquoi quand tu regardes un fossile de libellule du Crétacé, la libellule te paraît intacte. En fait, tu vois son exosquelette alors qu'un dinosaure de la même époque, lui quand tu regardes son fossile, tu vois que ses os, à savoir son squelette. D'ailleurs, c'est pour ça que certains insectes muent, vu que leur exosquelette ne grandit pas, ils abandonnent l'ancien et ils en fabriquent un nouveau. Tout ça pour dire que de base, l'exosquelette, c'est ce qui vient entourer et renforcer le corps de la plupart des insectes. Et bien sûr, l'homme s'est inspiré de la nature pour ça, parce qu'aujourd'hui, on développe aussi des exosquelettes extérieurs au corps humain pour booster les capacités de ce dernier, et ce, dans plusieurs domaines. Déjà, c'est quelque chose qu'on fait dans le domaine médical, et sachez qu'on a pu, grâce à ça, permettre à des paraplégiques de remarcher. Ici en image, c'est une technologie française fonctionnant grâce à des béquilles qui ont des commandes, et ici c'est encore plus fou, ça fonctionne grâce à un dispositif connecté au cerveau du patient qui lit et retranscrit les mouvements qu'il veut faire. Honnêtement, je connaissais pas trop ce genre d'avancée technologique, mais je trouve ça complètement ouf. Et maintenant, plus dans l'idée que je vous ai promis, à savoir augmenter sa force physique, il y a aussi plein de projets d'exosquelettes qui existent. Ouais, c'est vraiment un truc d'avenir, on est en plein dedans. Déjà, t'as Panasonic et le Ninja PLN31 qui permet à n'importe qui de soulever des charges énormes sans aucun effort. T'as aussi Hyundai qui a pensé à un exosquelette du même type qui te permet de manipuler des très grosses charges, et ce pour faciliter le travail des ouvriers sur les chaînes de production. Et bien sûr, t'as aussi l'armée qui travaille là-dessus avec des exosquelettes qui augmentent considérablement ta force et tes capacités physiques. Beaucoup partent d'ailleurs de ça comme du soldat du futur, et il semblerait qu'un soldat équipé de cet exosquelette puisse assumer le taf de 2-3 soldats l'ayant pas. T'as capté, Stark Industries devra sûrement ouvrir un pôle recherche sur des exosquelettes pour essayer d'en construire un optimal pour l'armure de Iron Man. Un peu comme l'entreprise de notre monde qui a d'ailleurs inspiré leur logo, qui taffe eux aussi sur un exosquelette, le Exosuit. Tu vois ce genre de scène, ouais, ce genre de scène où Iron Man il passe la vitesse du son et quelques instants après il s'arrête brutalement. Bah dans notre monde ça lui ferait l'effet de 4 accidents de voiture. Parce que ouais, sur une telle scène où tu passes de 1200 km/h à 0 km/h en une seconde, ton corps il encaisse plus de 300 G. Et ça dans notre monde, qu'est-ce que ça fait à ton corps et comment régler ce problème? Voyons ça. Lors d'une décélération brutale avec un freinage maximal en Formule 1, ton corps encaisse plus de 5 G. Cet avion de chasse qui fait un virage serré à pleine vitesse fait encaisser environ 10 G à son pilote. Cette machine sur rail qui va à 1000 km/h et qui freine en 5 secondes, c'est pas les prémices de Disneyland, non, c'est juste un système inventé et testé personnellement par John Paul Stapp, qui, après son essai, a eu pas mal de séquelles, mais a réussi à survivre à 46,2 G, un record. Ok, 5 G, 10 G, 46,2 G, mais c'est quoi les G? Bah c'est une accélération mesurée relativement à l'accélération due à la gravité terrestre qui vaut elle 1 G. Et à propos du nombre de G limite auquel un humain peut résister, bah y a pas mal de paramètres qui varient, genre la position, qu'elle soit horizontale, verticale, tête en bas, mais globalement au-delà de 50 G on atteint la limite létale pour l'être humain, et encore il te faut bien moins que ça pour perdre connaissance en général. Du coup t'as capté, hein, si à 50 G t'es pas yimbe, à 300 G je te raconte même pas. Ouais, ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec une décélération si brutale, le costume s'arrête certes, mais pour le corps de Tony à l'intérieur du costume c'est un autre délire. En effet, même si le crâne qui s'arrête brutalement est soutenu par le costume, le cerveau lui, en liberté dans son liquide à l'intérieur du crâne, il viendra percuter violemment les parois crâniennes et ça résulterait sur une bonne grosse commotion cérébrale des familles au minimum. Sympa. Et maintenant, comme dans notre monde on n'a pas vraiment de solution miracle pour encaisser du G, je vais juste proposer une piste à creuser. Non, c'est pas une solution, mais on va apprendre des trucs, donc c'est cool. L'idée c'est de s'inspirer d'un animal qu'on trouve dans la nature et qui peut supporter 1200 G. Et cet animal c'est... le pivert. Le pivert tape son crâne 12 000 fois par jour contre les troncs d'arbres afin de se nourrir et de communiquer. Sa tête s'élance contre le tronc à 25 km/h, ce qui fait qu'au moment du choc, il subit une décélération de plus de 1000 G. Ce chiffre est énorme, et pourtant, il encaisse. Pourquoi ? Ok, stop le reportage animalier. En gros, ce qui permet au pivert d'être aussi solide, c'est que la structure du pivert dans son crâne, elle est pas comme la nôtre. 1. La forme et la structure de son bec font qu'une grande partie du choc est redirigée vers le corps et non le crâne. 2. Il a une longue langue qui fait le tour de sa tête et qui est en mesure de renforcer le crâne et le cerveau durant l'impact. 3. Ce petit cerveau entouré de matériaux spongieux et durs font que ça marche. Voilà, maintenant c'est à Tony d'étudier le pivert et ses techniques de dissipation d'énergie pour concevoir un casque innovant qui protégerait l'être humain contre les commotions cérébrales potentielles. Et juste pour info, si ça te fait kiffer l'idée de mettre en parallèle la nature et l'innovation technique, sache que tu peux creuser le sujet, ça s'appelle le biomimétisme, il y a plein d'exemples connus et je trouve le concept super cool. Bref, si l'étude du pivert donne pas de solution, peut-être que la solution idéale ce serait la plus lâche, à savoir d'utiliser la commande cérébrale à distance du costume pour faire d'Iron Man un simple drone de combat, comme on en trouve d'ailleurs aujourd'hui. Le président américain valide une liste délicatement nommée Kill List. Après de simples échanges verbaux à la Maison Blanche, les noms cochés deviennent des cibles pour les drones.
Yes, dans les 2 derniers Avengers, Tony nous présente des technologies d'armure encore plus développées, la Mark 50 et la Mark 85. Des armures faites de nanotechnologie qui se déploient sur son corps et créent des structures de toutes pièces. Ce qui se passe en fait, c'est que plein de petites nanostructures indépendantes travaillent ensemble pour former au final cette plus grosse structure qu'est l'armure modulable qu'on observe. Après les pivers, ça, c'est des termites. A priori, pas un truc de ouf, je suis d'accord, mais ça, c'est une tour construite uniquement par des termites. Ouais, un délire de plus de 2 mètres construit par des insectes qui travaillent ensemble. Et ça marche aussi pour les robots, hein. Ça, c'est un robot qui, a priori, paye pas trop de mine tout seul. Mais quand tu le regroupes avec ses potes, ce type de robot peut faire des dingueries. Genre avec des simples lignes de code, on peut les laisser en liberté et observer leur comportement, les faire réagir au comportement de leurs voisins pour observer ce qui se passe, les faire imiter des mouvements qu'on trouve dans la nature. Genre là, ils imitent le mouvement des bactéries à la recherche de nourriture dans notre corps. Et sachez-le, mais cette faculté de travailler en groupe des robots en s'inspirant un peu de ce qu'on trouve dans la nature, c'est toute une filière de la robotique et ça s'appelle la robotique en essaim. Yes, aujourd'hui on travaille bien sur des robots qui cherchent à recréer des comportements collectifs à partir des facultés individuelles qu'ils ont. Et cette discipline tire bien son origine de l'observation des comportements en essaim qu'on peut retrouver dans la nature. Par exemple au niveau cellulaire, au niveau des insectes comme les fourmis dans les fourmilières, au niveau des poissons quand ils se regroupent en banc, ou encore au niveau des oiseaux quand ils volent en groupe pour voyager plus loin. Après c'est un délire qui se développe qu'à partir de plusieurs petits projets et ça prend un temps de ouf, mais toujours est-il que ça reste une solution pour certains des critères recherchés pour les armures Mark 50 et Mark 85. Maintenant deuxième point, bien sûr, l'autre aspect à voir pour ces nanotech armures, c'est les nanotechnologies, à savoir un domaine, les nanosciences, où se croisent plusieurs disciplines scientifiques et qui permet de manipuler des objets d'une taille de l'ordre du nanomètre. Et un des objectifs majeurs des nanotechnologies, c'est de créer des nanomachines. Dans notre cas précisément, ce qui paraît intéressant pour la structure de l'armure, c'est de faire des nanorobots. Yes, t'as sûrement déjà entendu parler de ça, notamment avec les chercheurs qui travaillent sur des nanorobots transporteurs de médicaments qui circuleraient dans notre sang à la recherche des tumeurs afin de les éliminer. Mais t'as aussi des gens qui travaillent sur des applications autres que médicales. Genre j'ai trouvé ces travaux sur des nanorobots composés d'alliages hors platine, donc comme Iron Man, et qui ont pour mission la réparation autonome de circuits électriques endommagés. En gros leur but c'est de combler les fissures et ainsi de rétablir le courant parce qu'ils sont conducteurs. Bref, pour le type de nanorobot, faudrait réfléchir, mais l'idée de cette dernière partie c'était de voir des trucs qui ressemblent un peu aux technologies du Mark 50 et du Mark 85 dans notre monde, avec ces idées de nanorobotique et de robotique en essaim qu'il faudrait bien sûr coupler à des algorithmes informatiques qui permettraient de guider les nanorobots afin de former et reformer la structure. Bon, on est d'accord, là et d'ailleurs dans toute la vidéo, c'est pas du tout des solutions viables à 100% que je propose, hein, parce que les technologies que je vous ai présentées en vrai elles sont très loin de celles qu'on observe dans les films, mais je voulais vraiment juste vous faire découvrir des domaines scientifiques pas forcément trop connus et qui sont pourtant des trucs hyper à la mode en ce moment. Donc si un domaine que t'as découvert a pu ne serait-ce qu'éveiller ta curiosité, franchement je suis content. Voilà pour cette série de vidéos sur Iron Man dans notre monde. Conclusion, Iron Man pourrait-il exister aujourd'hui? Et bah après ces recherches, j'ai bien peur qu'en 2K19 on soit bien plus proche du Mark 1 que du Mark 50. Je pense même qu'on est carrément au stade du Mark 1. Des jetpacks assez approximatifs qui ne permettent même pas vraiment de voler, une structure plutôt encombrante en titane, le tout pourvu de lance-flammes et pourquoi pas d'une IA comme Jarvis, d'un exosquelette, de batteries lithium et de missiles en tout genre. Après, est-ce que c'est vraiment de Iron Man dont on a besoin pour sauver le monde aujourd'hui? C'est un autre débat. Voilà pour le 14e, n'hésitez pas à faire vos retours sur la forme de l'épisode du jour. Et maintenant, sous vos yeux, petit teasing de l'épisode 15, et comme annoncé au début, 2 petites annonces. Annonce 1, je fais au mieux pour le rythme des vidéos, j'ai moins de temps libre cette année donc c'est pas toujours facile. Certes, je suis un peu irrégulier, mais je fais au max avec ce que j'ai. Annonce 2, pour parer au problème de l'annonce 1, je taffe justement sur une deuxième émission qui serait plus courte. Du coup, si t'as du skill en animation, en graphisme, en After Effects et que t'es motivé, check la description et contacte-moi, c'est lié à ce projet de nouvelle émission. Ça y est, et sur ce, bah moi, je retourne à mes activités du moment. Ah oui, Gotabor, out. Mon ami, dans la vie faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le